Et demain, c'est plus Netflix, c'est l'Apple Vision Pro. L'IA, le métaverse, même la blockchain, elles ont de fortes empreintes écologiques. Et on n'a pas de solution miracle aujourd'hui en termes d'aérien propre. On voit bien que dans le Web 3, il y a quand même beaucoup plus d'engagement communautaire. En fait, on est toujours les plus mauvais touristes en fait, chez soi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour ce second épisode dans le cadre de notre activité avec Trouble AI. Aujourd'hui, on est avec un invité, Guillaume Cromer. Donc, je vais te présenter Guillaume, directeur et gérant du cabinet d'ingénierie et marketing du tourisme, ID Tourisme, mais aussi administrateur de l'association Acteurs du tourisme durable. Mais aussi, voilà, t'accompagnes les acteurs tourisme vers le changement, plus ou moins radical, on y reviendra, en France, mais aussi à l'international, si j'ai bien compris. Est également conférencier et animateur dans le cadre de colloques. Est-ce que j'ai tout dit? C'est déjà pas mal. Ouais, pas mal d'activités, toujours autour de cette question historiquement du tourisme durable. Et maintenant, pas mal de cette question de la transition en fait, du secteur touristique, à la fois sur des questions écologiques, sociales, mais aussi tout l'impact de la techno en fait, globalement, en gardant en fait, cette base qui est en fait, cet idéal de développement durable, qui est un peu un gros mot aujourd'hui, mais d'essayer de voir quand même qu'on ne doit pas juste avoir de la techno au service de rien, quoi. Il faut que ce soit au service de quelque chose de positif pour la société, que ce soit l'individu, que ce soit l'environnement globalement, quoi. Et le collectif, j'imagine, du coup. Et bien sûr, les collectifs, les communautés et les gens globalement. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de tes dernières missions là, au cours de ces dernières années Bah là, nous, on accompagne pas mal des collectivités territoriales en gros, à construire leur stratégie de développement touristique pour, en gros, accompagner principalement les élus d'un territoire à se dire c'est quelle politique qu'on veut emmener, en fait, sur le tourisme dans 5-10 ans. Et à partir de là, bah, on va travailler sur une forme de diagnostic d'état de lieu pour savoir c'est quoi aujourd'hui les grandes problématiques clés de votre territoire, où on va intégrer des questions liées à des enjeux sociaux, à des enjeux économiques, à des enjeux environnementaux. Et en même temps, c'est de se dire comment on fait transition et vers où on peut emmener en fait à la fois les politiques et forcément un terme qui est connu dans le développement durable, c'est l'ensemble des parties prenantes, comment on embarque tout le monde vers une vision. Et là-dedans, forcément, le dernier schéma de développement touristique que je suis en train de finaliser, c'est à Granville, en Normandie. C'est marrant parce qu'on a décidé même de renommer le terme de schéma de développement touristique et on a enlevé le mot développement et on a décidé de l'appeler schéma d'équilibre touristique. Donc c'est déjà assez engageant pour les élus de se dire qu'en fait on ne cherche pas forcément que du développement, mais on veut en fait rééquilibrer, en particulier par rapport à la question du bien-être des habitants, parce que les habitants ils commencent un peu à en avoir marre de voir les prix augmenter à cause du développement touristique, l'impact aussi sur l'environnement, sur les bouchons dans la ville, etc. Et donc ils se disent, mais comment on peut rééquilibrer tout ça? Et donc c'est vraiment de se dire, ok, on veut une forme de développement touristique, mais on veut surtout pas qu'elle entache en fait le bien-être des habitants. Donc ça, c'est les exemples récents d'une mission avec un acteur public, mais on vient aussi d'accompagner Rossignol, par exemple, le groupe Rossignol, sur limite presque des plans B de business model pour eux, qui est quand même très basé sur le ski, et avec en plus qu'on vit actuellement là où moi qui viens de Grenoble, il n'y a quand même pas grand chose en montagne pour aller skier, c'est de se dire si on a de moins en moins de neige et donc de pratiquants en fait en montagne, alors que leur modèle c'est je fabrique des skis et je les vends, c'est quoi le plan B quoi? Et donc on les a accompagnés un peu sur quel rôle pourrait jouer Rossignol en fait dans la transition des montagnes demain, avec une vision business importante. Et donc ça permet, c'est chouette comme métier parce que ça permet de travailler à la fois sur les secteurs publics et à la fois sur le secteur privé et d'avoir en fait, on s'ennuie pas quoi dans ce métier de consulting, donc c'est assez cool. J'imagine, ça doit être très intéressant. Et donc, par rapport à ton activité, donc en tant que directeur du cabinet ID Tourisme, donc qui, je le rappelle, spécialisé en prospective du tourisme, c'est ça. Comment, alors ça va être très vaste comme question, mais comment tu envisages l'évolution du secteur touristique dans les 10 prochaines années, donc à l'horizon on va dire 2035, et notamment en termes de durabilité
et aussi d'innovation technologique, hein. On est en plein dedans là actuellement. Oui, c'est une question très large. Moi, je pense que je suis sur une vision. L'ADEME, par exemple, l'ADEME, qui est l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement en France, a travaillé sur 4 scénarios d'avenir, en fait, de notre société. En disant, par rapport à ces contraintes futures, on a 4 voies. La première, c'est une voie très frugalité, sobriété, et la plus techno-solutionniste, c'est de se dire, en fait, un peu ce que dit des Jeff Bezos par exemple ou des Elon Musk, c'est de se dire en fait notre planète elle a pas assez de ressources par rapport en fait à notre développement de l'humanité et donc on doit trouver notre salut par chercher en fait des matériaux sur d'autres planètes. Et donc c'est quand même deux projets qui sont quand même sacrément différents et diamétralement opposés. Moi je suis quand même dans une vision où je ne pense pas qu'on doit aller forcément vers du technosolutionnisme total. Je pense on a une planète finie, et à un moment donné, on va devoir faire en fait avec la finitude de nos ressources en fait sur cette planète-là. Et ça veut dire qu'à un moment donné, eh ben oui, le pétrole, on en a de manière finie sur la planète, le charbon, tout ce que tu veux, le gaz naturel. Donc à un moment donné, il va falloir composer en fait avec ces limites-là et ces contraintes-là. Et c'est sur ces contraintes-là qu'il va falloir mettre du génie humain et trouver en fait une forme de solution pour y arriver et faire en sorte qu'on arrive toujours en fait à développer l'humanité là-dedans. Ça, c'est la posture de base. À partir de là, c'est quoi le voyage? Ou c'est quoi le tourisme, le développement touristique en fait dans l'avenir? Moi, j'ai du mal à imaginer en fait qu'on va continuer à exploser le nombre de vols internationaux à tous azimuts, le fait d'avoir des vols pas chers, etc. J'y crois pas du tout parce qu'en fait, on a ces limites en fait de nos ressources et on n'a pas de solution miracle aujourd'hui en termes d'aérien propre. Et à partir de là, ça devient très très compliqué. Donc étant donné l'urgence climatique qu'on a, je ne vois pas d'autres alternatives qu'à un moment donné, il va falloir avoir une forme de réorientation en fait, du voyage vers plus de proximité, ou en tout cas plus de bas carbone. Et à partir de là, en fait, il y a plein de changements là-dessus, parce que on va plus voyager en France, en Europe, pour nous, et en fait, le voyage international sera beaucoup plus exceptionnel, extraordinaire, et comme en fait... je ne sais pas si on arrivera à ce que Jean Covici a dit à un moment donné, où en gros ce sera dans l'idéal 4 voyages par vie et par individu. Mais en tout cas, quand lui il prend simplement les calculs et les maths, voilà ce qu'il trouve. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait revenir aussi quand même sur des notions de données, de limites physiques, mathématiques en fait de notre société pour qu'à un moment donné on fasse des choix. Et aujourd'hui en fait on s'en fout, les barrières écologiques en fait on les pète et on se dit c'est pas grave, de toute façon les Chinois, les Américains, eux ils explosent déjà leur truc, donc nous pourquoi on se ferait chier à arrêter de voyager quoi. Et c'est là où en fait il faut qu'on arrive à trouver une forme de génie de l'être humain, mais intégré quand même dans ces contraintes et dans ces limites là. Et moi ça c'est ma vision, et donc je pense que on va tendre vers plus de proximité, vers forcément plus de... en tout cas, les voyages lointains vont être de l'exceptionnel, en fait, dans les peut-être 10 ans à venir, parce que je pense qu'à un moment donné, on aura des contraintes réglementaires, en fait, à l'échelle européenne, nationale, qui vont limiter, à un moment donné, quand même, la liberté de voyager. Et c'est là où la techno va... pour venir après sur le pan de la techno, là, on est sur un temps qui est assez fou parce que l'IA générative est en train d'être utilisée par énormément d'individus. On voit toute l'explosion d'usage aujourd'hui du truc, que ce soit sur, bien sûr, l'écriture, que ce soit sur la photo et que ce soit sur la vidéo avec Sora et les derniers trucs qui ont été lancés, qui sont quand même assez dingos. Et là, c'est clair que quand on creuse et quand tu tires un peu le fil, tu te dis que on est quand même pas très loin d'une forme... tu mets ça, tu prends l'Apple Vision Pro... Et tu te dis, mais en fait, on n'est pas très très loin quand même de cette vision de Ready Player One, où en gros, on va potentiellement aller s'immerger complètement en fait dans des mondes virtuels où on va être complètement dépaysé. Bien entendu, c'est un
premier essai en fait sur cette Apple Vision Pro, mais tu te dis que voilà, il est peut-être encore un peu lourd et c'est encore un peu compliqué, 600 grammes sur la tête, etc. Tu vas pas rester des heures, mais néanmoins, le truc est quand même sacrément bluffant déjà. Donc, vers où ça va aller? Moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, je faisais une conférence à Berlin, au grand salon du tourisme là-bas, à ITB, sur est-ce qu'en gros, on va demain avoir du vrai voyage virtuel, en fait, par rapport à des problématiques climatiques, quoi. Et les mecs autour de moi disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est vraiment fada, celui-là. Et je me dis que moi qui, par exemple, pris la décision d'arrêter de prendre l'avion, j'ai fait le deuil de certaines destinations aujourd'hui pour réduire en fait mon empreinte carbone. Je me dis que peut-être qu'en fait il y aura ce forme d'opportunité d'aller quand même peut-être visiter des destinations ou des nouvelles destinations qui n'existent même pas, à la limite du gaming et tout ça, et en fait qui seront complètement immersives et hyper sympas et tout ça, bien sûr avec toutes les limites en fait du truc, mais pourquoi pas? Ça permet en fait d'avoir quand même une forme de compensation par rapport en fait à des limites encore une fois et des contraintes climatiques, gaz à effet de serre en fait que tu peux pas réellement réduire aujourd'hui. Mais j'adorerais qu'on trouve en fait des solutions green nickel. Mais par rapport à tout ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai des doutes en fait sur la réalité de ça quoi. En tout cas dans les 20 ou 30 ans à venir quoi. Je vais rebondir là sur le côté techno dont tu parlais il y a quelques minutes. Donc j'ai vu que tu avais passé donc une certification en tant que consultant blockchain avec l'école Alira d'ailleurs l'année dernière. Pour toi, de quelle manière la blockchain elle pourrait aider à augmenter la transparence et la traçabilité dans le but de justement promouvoir un tourisme de plus en plus durable en fait? C'était un peu ça que je cherchais moi sur cette formation. C'est qu'en fait, j'ai toujours eu un peu cette vision de la problématique de la donnée, de la provenance de la donnée, à qui on la refile, et au final, les limites du Web 2 comme on l'a aujourd'hui, où en gros, on va aller nourrir les bestioles que sont les réseaux sociaux en particulier, mais aussi Google et les moteurs de recherche. Et en gros, on file tout, quoi. Euh, et je trouvais ça, je voyais bien les limites en fait de ce modèle-là où on allait simplement faire grossir en fait les très grosses boîtes. Et, et à un moment donné, moi il y a un hacker que je trouvais extraordinaire et que j'avais vu quand j'étais plus jeune, qui est Aaron Swartz et qui est en gros un petit génie de l'internet. D'ailleurs, il y a un documentaire en fait sur YouTube qui présente un peu toute sa vie. Et le mec s'est battu toujours pour en gros limite distribuer l'information quoi gracieusement. C'était un peu le Robin des Bois de l'information. Il a beaucoup travaillé en fait sur le truc de Creative Commons, etc., etc. Donc il a vraiment participé en fait à tous ces sujets-là. Et ça m'avait énormément marqué sur putain, mais en fait, son combat, il est bon, il est juste. Et quand on parle de durabilité, on parle souvent de l'environnement, mais en fait, ce sujet-là, en fait, il est crucial. Et à partir de là, j'ai continué en fait à creuser cette question-là, et je me suis forcément intéressé assez naturellement en fait à la question de la blockchain, parce que la promesse du protocole de la blockchain, c'est justement en fait d'avoir une information qui est distribuée, transparente, décentralisée, et à partir de là, en fait, qu'on puisse limite arriver sur ce Web 3, cette promesse du Web 3, qui est justement en fait d'avoir de l'information qui soit bien que chaque créateur puisse générer limite des revenus directement, et donc toute cette promesse autour de la blockchain, elle était hyper intéressante. Je me suis dit je vais aller faire une formation, on peut utiliser notre CPF pour plein de choses, et donc j'en ai profité pour aller faire cette certification chez Alira, qui est l'école blockchain, Ouais. voilà, pour apprendre en fait, pour être un peu, comme je le dis souvent, pour être un peu moins con sur la question. J'avais fait la même chose sur le code avec le wagon. Pour moi, quand tu connais pas un sujet, tu vas voir les experts et tu vas essayer d'apprendre de quoi. Et c'était chouette parce qu'en fait, les premiers cours étaient beaucoup sur la question de l'origine de la blockchain, sur le côté cypherpunk et tout ça, qui sont vraiment la compréhension de pourquoi le Bitcoin est arrivé, pourquoi c'est basé sur la blockchain.
Et d'un coup, en fait, c'est limpide, c'est dire, mais en fait, pourquoi notre société n'est pas basée, en fait, là-dessus, sur la cryptographie, et à partir de là, ça permet de, voilà, de générer de la décentralisation, de la transparence, de la sûreté, de la sécurité des données. Enfin, c'est tout ce dont on rêve. Après, bien sûr que c'est tout nouveau, c'est encore très complexe, etc. Il y a aussi cette vision assez négative sur spéculation, les NFT, machin, le Bitcoin qui vient de repasser les 53 000 dollars aujourd'hui. Donc forcément, il y a plein de choses autour de ça, mais néanmoins, moi je reviens sur en fait la base et la construction en fait de ça qui peut en fait faciliter énormément de choses. On se pose énormément de questions, en tout cas en France et en Europe, sur la question de la data touristique, la data de l'offre tout simplement, avec un hub qui s'appelle Data Tourisme en France. Mais ils se sont jamais posé la question en fait de mettre tout ça en fait sur une blockchain afin de sécuriser et après de dire bah attends, on ouvre en fait la donnée à telle ou telle personne parce que justement c'est juste, quitte à faire pourquoi pas moi une DAO, donc une organisation autonome décentralisée avec je sais pas moi l'ensemble des collectivités territoriales ou ce qu'on appelle des OGD, les organismes de gestion des destinations, les offices de tourisme, les CDT, les comités départementaux et régionaux du tourisme. Ce qui aujourd'hui est sous un organisme qui s'appelle ADN Tourisme. Pourquoi ADN Tourisme ne serait pas une DAO basée sur une blockchain où en gros chaque entité a un token pour après avoir un droit de vote, etc., etc. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer notre société en fait là-dessus et que toutes les données qui sont fournies au final par les techniciens, techniciennes des offices de tourisme, eh ben, soient dans la blockchain basée et après on les ouvre ou on les ferme en fonction en fait des demandes. Et tout ça est dans ce méga registre qu'est la blockchain et on sait en fait qui a utilisé quoi, comment et tout ça. Et ce serait parfait parce qu'en fait ce serait un vrai pied de nez aux GAFAM qui justement, eux, on sort sur une vision centralisée et ils font croire que c'est un tiers de confiance alors que ce n'est pas du tout un tiers de confiance, ils sont là pour nous bouffer. Donc ouais, sur ce sujet-là, c'est clair que à la fois sur cette question-là de la donnée touristique, par exemple, il y a un gros enjeu, mais moi, en fait, je vois des solutions assez énormes sur la question de la tokenisation de certains actifs. Je suis en train de me poser la question en ce moment, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la blockchain et tokeniser potentiellement presque, en fait, limite l'énergie qui sort en fait des bâtiments, des stations de montagne qui sont des lits froids et qui sont en déperdition, etc. Et est-ce qu'on pourrait pas utiliser la blockchain pour justement trouver des moyens de financer en fait les travaux de rénovation pour justement avoir du rewarding derrière grâce au fait que tu as financé donc tu as un token et en fait le token il va augmenter. Donc, je suis en train de réfléchir à des trucs comme ça où justement on mêle bien une techno qui est très innovante avec une problématique majeure qui est la rénovation thermique des bâtiments et forcément l'urgence climatique et en même temps les lits froids et des bâtiments qui sont en train de péricliter en fait en montagne ou sur la côte. Donc ça, en fait, il y a plein de choses là en ce moment qui sont à inventer. C'est moins trendy actuellement parce qu'il y a l'IA-Gen qui est là et qui bouffe tout et limite toutes les levées de fonds, etc. Mais néanmoins, j'ai envie de creuser le truc et j'ai quand même quelques touches avec certains acteurs qui se posent des questions aussi d'attractivité par le Web3, comme ça a été fait à Dunkerque avec ses premiers NFT de destination, pour essayer de voir comment on peut essayer de reconnecter une communauté très spécifique basée sur, enfin, qui sont accros sur un vrai sujet, et on va leur vendre un NFT dédié avec une expérience unique derrière. Et ce que fait au final des Ariani, par exemple, en fait, dans le luxe, avec pas mal de marques intéressantes. Et je me dis que là, en fait, il faut qu'on amène en fait des nouvelles idées, de nouvelles solutions pour montrer en fait à l'ensemble des professionnels en quoi, en fait, c'est top comme usage, ça fonctionne bien et c'est intéressant. Donc vraiment je pense qu'il y a tout à inventer. On est tout au début de l'histoire là actuellement sur la question blockchain, Web3, tourisme, et c'est ça où il y a un truc. Ouais, il y a plein de choses à inventer. Il faut qu'on arrive aussi peut-être par rapport aux alumni qui sortent de chez Alira, leur dire, nous, en fait, dans le tourisme, il y a plein de sujets. Est-ce que vous voulez pas bosser sur des cases, des user cases pour qu'on arrive, en fait, dessus et qu'on invente des solutions assez incroyables? Parce que
Enfin, le truc est en mouvement perpétuel. Toutes les semaines, il suffit d'écouter un nouveau truc, une nouvelle sortie. Enfin, juste même les podcasts de Alira pour se dire waouh, putain, ça pourrait être intéressant dans le tourisme et tout, quoi. Donc, je trouve que c'est chouette, quoi. Il n'y a plus qu'à les mettre en place, en fait. Ouais, il y a convaincre forcément après les Ouais. destinations, les professionnels pour voir qu'en fait, il y a un sens dans tout ça. Et bien sûr que la blockchain n'est pas forcément la solution à un moment donné. C'est le premier truc que tu apprends dans ces cours de chez Alira, c'est de dire, en fait, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une blockchain? Parce qu'il y a quand même des contraintes, c'est complexe, la question, bien sûr, des filles, etc. Enfin, ouais, il y a la complexité, en fait, du truc. Mais c'est sur la philosophie, en fait, de départ, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur cette question de la philo, de la blockchain, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Le documentaire sur la compréhension de comment est né Bitcoin, par exemple, sur Arte, est génial pour essayer de comprendre comment, en fait, c'est né, pourquoi la blockchain, etc. Et c'est juste incroyable, en fait, cette histoire. Guillaume, on a une de nos marques, Eurocali, qui vise à promouvoir le tourisme local et respectueux, hein, bien sûr, au mieux possible des communautés locales. En quoi, pour toi, les technologies, donc comme l'IA ou la blockchain, comme on en parlait juste avant, elles pourraient être utilisées pour soutenir et valoriser l'expérience touristique donc locale, et tout en restant toujours alignées, hein, sur les principes de tourisme durable? La question, c'est marrant, parce que dernièrement, là, j'étais en train de tester un peu certaines applis développées sur ChatGPT 4 qui étaient sur le travel, pour essayer de voir un peu ce que ça raconte en termes, est-ce que c'est crédible aujourd'hui ce qu'ils proposent en termes d'assistants personnels. Et j'étais quand même assez bluffé déjà en fait par ce qui ressortait. Et là, tu as quand même un enjeu qui est de te dire, mais comment à un moment donné, euh, ces outils-là vont vraiment te proposer le truc qui fait sens par rapport en fait à la personne à rencontrer et donc la retombée économique qui va bien. Et c'est vrai que moi, mes premières expériences quand j'ai travaillé sur le tourisme durable, c'était plutôt par rapport à ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la question du tourisme communautaire, community-based tourism. Et donc je suis parti au Kirghizistan, en Asie centrale, je suis parti en Afrique pour développer en fait du tourisme communautaire au sud Cameroun avec les Pygmées, en Kenya, etc. Et l'idée c'était vraiment de reconnecter. Et on avait cette problématique après d'accès au marché, quoi. Et c'est là où tu te dis que potentiellement, bah, il y a des choses. Comment bah, tu vas faire. S'il y a une vraie évolution du search demain via en fait des IA génératives comme ChatGPT 4, bah, il faut absolument qu'on arrive en fait à pousser les bonnes informations dans ces outils-là afin que le visiteur se dise ah bah oui, maintenant je sais exactement comment je vais aller dans ce petit patelin de Aquacas au fin fond du Cameroun. Bah oui, tu dois prendre le bus, après tu prends un taxi brousse et tout ça. Bon, c'est un peu une galère, mais limite ChatGPT va te le sortir, quoi. Et en fait, c'est là, et ce que je trouve intéressant après sur ces outils-là, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à leur mettre de la valeur aussi. Ça veut dire que le visiteur, il faut aussi l'éduquer, tu vois, à travers l'outil, pour qu'en gros, on lui dise, en fait, on fait pas n'importe quoi quand tu vas rencontrer une autre culture, voilà, il faut accepter l'autre, le vivre ensemble, tu vas pas commencer à distribuer des bons becs et des stylos à tout le monde, parce que sinon ça va enclencher ça et ça. Enfin, tu vois, on pourrait intégrer une forme d'éducation aux voyageurs qui est hyper importante, parce que sinon, en fait, tu peux casser complètement en fait bah, des communautés locales, etc. Et donc je pense qu'il y a un enjeu d'éducation en fait qui peut être vraiment top. Et c'est là où ça paraît pas du tout déconnant que en gros, en s'appuyant en fait sur les outils d'IAGen, on pourrait avoir en fait des formes d'assistants virtuels, mais qui sont vraiment orientés avec les valeurs en fait que tu détermines pour justement pousser en fait les bonnes informations. Et en plus avec des trucs bah, qui sont quand même générés automatiquement et qui vont pas te bouffer du temps à faire du sur-mesure, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un gros enjeu. Et après, bien entendu, l'enjeu blockchain et communauté locale, c'est un peu ce que font aujourd'hui certaines entreprises sur la question en fait de la chaîne de valeur, sur la supply chain, quoi. C'est de voir comment en fait tu vas intégrer la supply chain du voyage et du tourisme en fait directement en fait sur une blockchain pour qu'en gros tu aies aussi une sécurisation de la retombée économique auprès des acteurs locaux et que ça passe par un outil sécurisé plutôt que par des outils liés
ce qu'on appelle aujourd'hui encore un tiers de confiance, qui sont les banques, les machins, etc., et qui ne sont pas forcément des tiers de confiance. Et là, il y a sûrement en fait des trucs à jouer aussi pour justement en fait avoir cette sécurisation de la relation en fait basée sur de la cryptographie, et parce qu'on sait que parfois les relations entre un réceptif, un petit prestataire local et tout ça, elle est pas si évidente, et c'est souvent le petit prestataire local en fait qui se fait avoir au bout de la chaîne, quoi. Et pour avoir bossé beaucoup au DeepAl avec les guides, les porteurs, etc., ce serait quand même bien d'avoir une relation un peu plus sécurisée. Donc la blockchain permet de ça naturellement parce que c'est écrit en fait dans le code. Donc pour toi, ce serait quoi les meilleures pratiques en fait pour engager donc ces communautés, mais de manière toujours éthique et bénéfique pour elles bien sûr, mais tout en, on va dire, enrichissant quand même l'expérience des voyageurs en même temps. De toute façon, tu vois, l'expérience du voyageur, c'est toujours en fait le b.a-ba. Lui, il doit pas voir tout ce qui se trame derrière par rapport à la question de la techno, etc. Il faut que ce soit sans heurts pour lui et que juste son expérience soit nickel. Donc c'est vraiment, c'est là où c'est pas évident parce que tu vois, c'est pas des sujets très sexy, quoi. C'est dans le back-office où, en gros, il faut juste sécuriser, en fait, la relation entre les individus en mettant, justement, tout sur un protocole qui permet, justement, de pas passer par un tiers de confiance qui ne l'est pas vraiment. Et à partir de là, en fait, on va essayer de travailler pour, justement, améliorer la relation entre tout le monde sur l'ensemble, en fait, de la chaîne de valeur, en fait, du voyage. Mais le visiteur, pour lui, il faut que ça continue comme d'hab, quoi. Quand que la relation client soit super, que soit le kiff. Et justement, il faut pas mettre beaucoup de techno là-dessus. Il faut essayer au maximum que, je sais pas, en local, tu es ce tour leader qui fait la relation, qui t'emmène le visiteur, et que, qu'il y ait de l'humain, de l'émotion, etc., quoi. La techno, pour moi, dans le voyage, doit quand même rester soit en préparation, si on est sur un voyageur individuel qui se débrouille et sur lequel on arrive à lui donner la bonne information et la bonne sensibilité. Mais sinon, c'est du back-office, c'est le moteur, quoi. Et t'as pas besoin de le raconter. Mais c'est technique, donc c'est ça qui est pas évident, parce que ça s'installe dans le temps. Il y a beaucoup d'acculturation maintenant à faire par rapport à ces sujets-là, et c'est pas si évident, quoi. Mais voilà, le visiteur, il doit rester loin de tout ça, à mon avis. On n'a pas besoin de lui montrer grand-chose. Sauf des visiteurs qui sont très digital native et qui passent leur vie déjà sur le Web3 et qui sont leur wallet et qui payent des trucs en crypto online, ou qui sont des fans de Sorare comme moi et qui, qui ont un portefeuille et qui ils vont utiliser Brave en outil de navigation sur Internet. Donc tu vois, les gens qui sont quand même le haut du panier sur les utilisateurs Web3, eux, tu peux les embarquer parce que eux, tu peux leur faire des NFT de destination qui vont vivre une expérience unique, etc., etc. Mais c'est ça aujourd'hui, quoi. C'est pas du tout la majorité en fait des clients, quoi. Et donc pour toi, comment on pourrait s'assurer que l'adoption de ces technos ne crée pas de disparité justement entre les différents acteurs du tourisme, et y compris bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, les petites entreprises du tourisme? Le gros enjeu, mais c'est ce qu'on a vécu en fait sur la question de la transition sur le durable, c'est la question en fait de l'éducation et de la formation de tous ces acteurs-là, et c'est clé aujourd'hui d'amener ces sujets-là. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de se bouger pour créer un petit collectif qui s'appelle Déter, pour essayer justement de rassembler tous ces acteurs en fait du tourisme et du Web3 ou de la crypto en fait qui s'intéressent au tourisme, pour justement essayer de montrer déjà le b.a.-ba, parce qu'il y a plein de gens qui ont même pas forcément leur wallet et qui comprennent pas l'intérêt, et c'est quoi et comment ça fonctionne et pourquoi il y a différentes blockchains et tout ça, quoi. Donc d'amener un peu des éléments clés. Et là, on veut justement participer à acculturer un peu l'ensemble des professionnels sur cette question-là, à la fois le secteur privé au public, pour justement amener un peu de compréhension en fait sur les sujets. Là, pour nous c'est très blockchain, mais je pense que pareil sur la question de l'IA, mais bon, il y a beaucoup plus aujourd'hui de tutos ou de trucs pour essayer de comprendre en fait comment fonctionne l'IA. Et de toute façon, sur le blog e-tourisme par exemple, il y a beaucoup d'articles dernièrement sur cette question-là. Mais là, pour nous, sur la blockchain, on veut essayer de s'organiser un événement avant l'été, virtuel, toute la journée, où on va faire intervenir en fait pendant toute une journée à la fois des gens qui vont nous inspirer par rapport à des projets. Je pense au NFT, à l'hôtel Molitor à Paris par exemple,
et des choses qui sont beaucoup plus terre à terre, genre petite session, comment je crée mon wallet, mon hot wallet MetaMask pour démarrer, comment j'achète un NFT sur OpenSea pour voir un peu comment ça fonctionne, et pour juste voilà acculturer, d'avoir à la fois des trucs où on monte. Moi je ferais peut-être des petites conférences, un petit sujet philo pour parler un peu des cypherpunks, expliquer d'où ça vient tout ça, et voilà qu'on se fasse un petit événement pour informer, qu'en plus on ait du contenu à balancer après sur YouTube ou sur YouTube Web3. On va peut-être se baser encore sur des outils Web2 pour justement adopter l'ensemble de la population et permettre de parler de ces sujets-là. Ouais. Tu nous parlais de Tether, Guillaume. Donc c'est une DAO que tu as co-créée avec plusieurs personnes. Hein. Tu peux nous en parler. C'est pas encore une DAO. L'idée à terme, c'est de justement se dire, on va pas créer une association loi 1901 classique. On va montrer par l'exemple comment ça fonctionne. Donc l'idée, on est tout au début de l'histoire, mais l'idée assez vite, c'est de se dire, on va essayer de faire une DAO, donc une organisation autonome décentralisée qui est basée sur la blockchain. Limite, c'est presque comme une association. C'est qu'en gros, en fait, on est membre, simplement, c'est les détenteurs du token qu'on aura créé. En gros, vous allez acheter un token et donc vous allez pouvoir avoir une forme de droit de vote et de participation en fait à certaines actions en fait de l'organisation. Et l'idée, on l'a créée avec Gallic, avec Christopher de Whitland, Gallic qui travaille chez Charente Tourisme. Et en fait, Gallic avait fait la session de formation chez Alira juste, je crois, la précédente de la mienne. Et en fait, on s'est retrouvés comme ça. Je ne savais pas du tout qu'il avait cette appétence en fait sur ces sujets-là. Et assez vite, en fait, on a fité, on a discuté et on s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on crée quelque chose en fait pour justement amener de la matière auprès des professionnels. Et donc, sur les dernières rencontres de Pau qui ont eu lieu en octobre dernier, on a eu 3 sessions justement pour rappeler la blockchain, c'est quoi? Parce que la première année, en 2022, c'était un sujet qui avait été un peu moqué, ou en tout cas mal présenté par un peu les organisateurs, parce que très vite, on est allé sur justement toutes les images un peu négatives, et surtout ils avaient fait une table ronde où ils avaient mis l'ensemble des technos autour de la table. En gros, il y avait des gens qui venaient parler de casque VR, on n'avait pas encore l'Apple Vision Pro, mais on avait les Oculus Drift. Il y avait des gens qui étaient là pour parler de l'IA, il y avait moi qui parlais de la blockchain. En fait, c'était un espèce de fourre-tout, et le public ne comprenait rien du tout. Il pensait que toutes les 3 technos étaient complètement liés, en fait, et que c'était limite les unes imbriquées aux autres, alors que pas du tout en fait. Et il y avait aussi le métavers à l'époque, avec la sortie et la création de Meta, etc. Et donc ça faisait un peu beaucoup, et donc on leur a dit, nous on a créé une structure, enfin on a créé en fait un collectif, nous si vous voulez on prend la parole et on prend la main en fait sur le sujet, et on mixe pas avec d'autres sujets techno, quoi. L'IA vous les mettez sur des ateliers, et la blockchain on le met sur des ateliers. Et donc on a fait 3 temps, moi je suis parlé en plénière pour réexpliquer un peu les sujets. Après, on a eu un atelier avec Whitland, justement, pour parler plus de l'expérience de Dunkerque et des NFT sur le kitesurf qui ont été lancés là-bas. Et on a fait un autre sujet sur Web3 et Génération Z pour essayer de savoir comment tu peux, en utilisant un peu de techno blockchain, mais on n'en a pas trop parlé, surtout comment on pouvait attirer en fait la question de la Gen Z, et surtout comment tu parles avec la Gen Z aujourd'hui, et pas juste en balançant en fait des posts TikTok. Et donc forcément on est amené sur la question de la blockchain, et pour essayer de dire en fait il y a des outils aujourd'hui pour pouvoir en fait parler avec la communauté, et pour que la communauté se parle ensemble, et que vous soyez juste là pour orienter en fait un peu les discussions. Et donc on a parlé un peu de Discord et de ces outils-là qui sont très utilisés en fait par les acteurs du Web3. Donc tu parlais du métaverse, hein. Donc le métaverse qui a connu son grand boom, on va dire, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Est-ce que tu penses que le métaverse pourrait offrir des expériences de voyage vraiment immersives et qui permettraient donc de réduire l'impact environnemental du tourisme physique, on va dire? Moi, aujourd'hui, dans ce que je vois, j'ai rien vu en fait qui me dise j'ai envie de passer du temps en fait dans le métavers. C'est plutôt des visions après de gaming, et en mode ok c'est chouette un temps, mais ça me fait je me dis pas je vais pas voyager, je vais plutôt en fait être dans le métaverse.
Ce que je commence à voir avec l'Apple Vision Pro, là, c'est qu'on commence à être vraiment sur des trucs d'immersion, mais individuels. Et c'est toute la problématique du truc, c'est qu'en fait, avec ton masque de ski, là, t'es quand même très solo, quoi. Mais néanmoins, en tant que touriste solo, tu te dis que le chemin, il n'est pas très loin quand même pour aller s'immerger dans un monde. Si tu mets en plus Sora à côté par rapport en fait à l'IA générative sur les vidéos, il y a moyen quand même de générer des univers réels ou fiction sur lesquels en fait on pourrait voir aller s'immerger complètement en fait dans des mondes. Et là, ça pourrait être assez intéressant, mais c'est encore, je pense qu'on en est encore assez loin du fait de se dire que je vais refuser un voyage plutôt, et je vais plutôt rester chez moi dans mon salon et avoir ma combinaison haptique, etc., comme c'est dans Player One. Mais petit à petit, tu te poses quand même la question, et je pense que surtout cet univers-là, avec la question du gaming, etc., en fait, va faire en sorte que le loisir va prendre en fait du temps potentiellement en fait sur la question des loisirs en réel, et donc de sortir de la maison pour aller vivre des micro-aventures ou des sorties au musée, etc. Et c'est là où il y a un gros enjeu, en fait. Et c'est ce que dit souvent Jean Pinard, le directeur du comité régional du tourisme d'Occitanie, c'est qu'il dit, en fait, notre concurrent, c'est pas le voisin ou machin. En fait, c'est Netflix et tout ça. Et demain, c'est plus Netflix, c'est l'Apple Vision Pro et l'immersion, parce que avec l'Apple Vision Pro, tu vas avoir une fenêtre qui est en gros Netflix ou Amazon Prime, etc. Et donc, ce sera une grosse concurrence en fait par rapport à le fait juste de sortir. Et donc, il faut absolument qu'on pousse les gens à aller dehors, etc. Là où moi, là où je milite, c'est que je préfère en fait qu'on aille largement dehors et juste profiter en fait autour de chez soi plutôt que de faire des transports très carbonés en fait pour aller partir et surtout partir pas très longtemps en fait en voyage. Donc, et là, je pense qu'on a plutôt un intérêt de réfléchir comment la techno peut pousser l'individu à sortir. Et donc, est-ce qu'on va je sais pas moi, limite l'expérience avant de Pokémon Go était hyper intéressante parce qu'au final les gens ils étaient ok devant leur écran mais au moins ils sortaient quoi et peut-être que c'était bien parce qu'en fait à un moment donné là on peut avoir de l'incentive pour pousser les gens à sortir peut-être du jeu et d'aller voir des choses en réel et de voir cette espèce de réalité mixte mais pas comme Apple Vision Pro le pousse plutôt se dire en fait on se base sur la réalité et le monde magnifique qu'on a autour de nous et limite on va intégrer en fait des petites choses numériques qui vont nous permettre de gamifier l'expérience, d'apprendre des choses, etc. Et là je pense qu'il y a vraiment des trucs en fait à inventer qui sont assez cool et qui vont nous permettre d'aller continuer en fait à découvrir autour de chez nous. Et je trouve qu'autour de chez nous on n'est pas très bon. Là moi j'ai mes beaux-parents qui sont venus ce week-end à Grenoble, et ils m'ont dit, ah, on a fait ce musée. Moi, je l'avais jamais visité, ce musée. Je pensais que c'était nul. Et en fait, ils m'ont dit, mais c'était trop bien et tout ça. Et je me dis, ok, c'était à 5 minutes de chez moi, quoi. Mais en fait, on est toujours les plus mauvais touristes, en fait, chez soi. Et c'est là où je me dis que le numérique pourrait quand même nous aider à aller mieux découvrir autour de chez nous, nous pousser, en fait, nous faire cette espèce de nudge pour nous mettre un coup de pied aux fesses pour sortir et aller découvrir en fait des trucs. Et peut-être que là, la gamification peut te pousser en disant tu vas avoir ton badge parce que tu as vu machin, etc. Il y a sûrement des trucs encore pas mal à inventer et à créer autour de ça, quoi. Donc c'est ça qui peut être cool. Moi, je trouve qu'il y a plein d'opportunités encore largement en fait en entrepreneuriat, dans le tourisme et les loisirs en France, quoi, ou en Europe. Donc on le sait par contre, ces technos, notamment l'IA, le métaverse ou même la blockchain, elles ont de fortes empreintes écologiques. Est-ce que pour toi, on va réussir à contrer ces défis-là ? Dans la blockchain, c'est déjà le cas parce qu'en fait, il y a tout on sait très bien, d'une part, il y a différentes blockchains et il y a différents en fait, processus de consensus pour justement valider en fait, les blocs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des méthodes de processus en fait, qui sont plus gourmands en énergie que d'autres, mais qui proposent une sécurité plus importante par rapport à ça. Mais néanmoins,
si une blockchain, par exemple, comme le Bitcoin, a besoin en fait d'une preuve de travail en consensus, ben, elle a besoin de beaucoup d'énergie, mais en fait, les mineurs qui vont valider les blocs vont aller vers l'énergie la moins chère. Et la moins chère aujourd'hui, c'est de se rapprocher de plus en plus en fait des énergies renouvelables, et en particulier en fait de l'hydroélectrique, etc. Parce qu'en fait, ils savent que c'est là où ils vont. Et donc, limite, les mineurs et les serveurs en fait sont souvent basés en fait à côté de ces, ces technologies, en fait, ces énergies renouvelables-là. Et donc, eux, ils ont déjà fait clairement le pas de se dire qu'il faut qu'on trouve de toute manière, en fait, une énergie qui est propre et qui n'est pas utilisée pour qu'il n'y ait pas de conflit d'usage, etc., etc. Donc, c'est un travail qui est vraiment clairement mené. Et je pense que même les acteurs de l'IA sont exactement en fait dans le même enjeu. Ils se doivent d'aller chercher en fait de l'énergie qui est disponible, qui est peu chère, qui n'est pas en conflit d'usage pour pas avoir de problème avec les populations locales, etc., etc. Donc à partir de là, en fait, c'est en gros, c'est pas forcément la même énergie en fait qu'on va devoir utiliser pour chauffer les maisons, etc. Et c'est là où ils savent, tous ces acteurs-là, qui se doivent de trouver en fait des solutions d'optimisation énergétique au max, parce que sinon très vite en fait ils seront pointés du doigt parce qu'on aura des conflits d'usage en fait sur l'électricité. Je pense que on y arrive fortement. Après, bien entendu qu'il faut, comme je le dis souvent, mesurer, monitorer tout ça, vérifier en fait que d'où vient l'énergie, est-ce qu'elle est propre, faire des bilans des émissions de gaz à effet de serre sur l'énergie utilisée, etc. Savoir s'il n'y a pas de conflit d'usage. En fait, tout ça, on peut faire des audits en fait pour le checker et faire en sorte que ce soit nickel, et faire en sorte qu'on ne fasse pas juste de la tech pour faire de la tech. C'est là où on aura toujours besoin de faire des formes d'études d'impact aussi sociales pour se dire est-ce que ça vaut le coup, parce que on a quand même en fait de l'énergie et des contraintes par rapport à la fois énergie et climat, et ce fameux couple énergie-climat. Et donc à un moment donné, il faudra aussi checker ça pour que on fasse pas n'importe quoi, parce que y a des limites. Donc on voit, Guillaume, qu'entre le Web 2 et le Web 3, quand même, on voit bien que dans le Web 3, il y a quand même beaucoup plus d'engagement communautaire. Est-ce que tu as un exemple hors tourisme qui permettrait d'illustrer ceci ? C'est marrant ce que tu demandes, parce que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup engagé au final en fait dans le Web 3. C'est une start-up française qui s'appelle Sorare. C'est pas Sora comme on a parlé avant, mais c'est Sorare. Et Sorare, c'est un jeu au départ de football fantasy. Donc en gros, tu es un manager et tu vas acheter des cartes de joueurs de foot qui sont à chaque fois des NFT. Et en gros, tous les 3 jours, tu dois aligner les joueurs que tu possèdes dans une team avec un gardien, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un autre joueur. Tu as 5 joueurs. Et en gros, leur performance va être alignée par rapport à leur performance réelle sur le terrain. Donc si ton joueur il joue pas, il reste sur le banc des remplaçants, il aura 0. Mais si tes 5 joueurs ils performent en même temps, et derrière tu vas gagner d'autres cartes que tu vas après pouvoir revendre sur le marché secondaire, ou tu vas pouvoir directement gagner des ETH. Et c'est en fait ce jeu qui m'a poussé à créer mon wallet, à avoir à acheter des Ethers, des Ethereum pour la première fois, etc. Et en fait, ce truc, c'est à partir de ce jeu-là où je me suis dit, mais l'engagement de la communauté, il est dingue, quoi. T'as un Discord qui fonctionne à fond, et tu as eu plein de créateurs de contenu qui créaient en fait une chaîne Twitch pour parler un peu de leur stratégie, etc., etc. Et en fait, nous, on a créé après des petits groupes sur Twitter en message privé pour aller échanger en fait avec certains potes, avec des créateurs de contenu belges spécialisés sur la Ligue, Jupiler League, machin. Et en fait, on a commencé à s'intéresser à tous les championnats dans le monde entier, quoi. Moi, je m'intéresse aujourd'hui au championnat coréen. Je regarde des matchs sur YouTube pour regarder des matchs de Corée, de K-League ou de J-League en Japon, le matin au petit-déj, parce que je trouve ça incroyable. Donc ce jeu, quand même, t'ouvre un esprit de dingue. Et justement, sur cette partie communauté engagée,
Bah nous, on s'est créé des petits groupes sur Twitter et je discute régulièrement avec Tom, Benny et Théo. Et en fait, on s'est un petit groupe de 4 comme ça. Et en fait, on se donne des conseils stratégiques, etc. Et là, Sorare a annoncé sa nouvelle roadmap avec sa nouvelle stratégie, comment ils allaient faire évoluer un peu leur gameplay, etc. Et on s'est fait des visios pour essayer de dire, oh les gars, comment on s'adapte nos stratégies. Donc je voyais en fait les mecs pour la première fois en visio. Et en fait, c'est devenu des potes, quoi. C'est devenu des copains. On s'écrit tout le temps sur WhatsApp ou sur Twitter pour se donner des conseils. Genre, fais gaffe, là, ton joueur, il est DNP, il y va pas jouer, il est blessé, machin. Donc, enlève-le de ta team, etc. Et en fait, on est devenus des copains. Et tout ça grâce à la bannière Sorare, en fait. Et c'est là où tu te dis, mais attends, ce truc-là, comment tu peux l'amener aussi sur le tourisme, quoi, sur une destination qui va justement pousser l'ensemble des fans d'une destination à venir discuter ensemble à la fois de la destination, mais peut-être en fait de plein de sujets différents. Et c'est là où après, en tant que destination, tu peux les alimenter et tu peux échanger directement avec eux. Souvent, il y a cette question de dire, mais comment j'arrive à parler en fait avec mes clients, mes visiteurs, mes habitants et tout ça. Ben, attendez, on va créer que ce soit Discord ou autre chose, mais comment on crée des lieux sur lesquels, en fait, on va échanger réellement et on va leur dire, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer comme expérience client, justement, chez nous? Est-ce que vous avez des conseils? Après, parce que vous êtes venus, vous êtes des clients fidèles, etc. Et limite, tu peux faire après des airdrops, comme on le dit dans le Web3, avec des tokens pour, limite, les clients les plus fidèles, qui deviennent vraiment, en fait, les fidèles des fidèles, qui vont t'aider à co-construire, en fait, les projets de la destination, les trucs à améliorer, et en échange, tu leur apportes un super resto parfois quand ils viennent, une rencontre avec un chef, une expérience unique, machin, mais parce que c'est des pépites en fait ces gens-là. Et là, il y a vraiment de quoi engager en fait ta communauté et assez facilement à les transformer parce que tu es là directement en contact avec eux. Donc au lieu de balancer des posts sur TikTok, de mettre des thunes pour sponsoriser et de filer toute cette matière et ces contenus en fait à ces grandes entreprises, bah là il y a du direct quoi et c'est directement un espèce de tunnel de vente en direct avec la communauté. Et en plus les gens ils sont vraiment sous la bannière Sorare et c'est, enfin en tout cas pour ce jeu, je trouve que c'est un exemple top et c'est une licorne française. Donc en plus, c'est cool. Maintenant, ils ont signé la NBA, ils ont signé la MLB, le baseball américain. Ils vont sûrement signer d'autres sports. Donc c'est assez cool comme projet. Et moi, ça m'inspire beaucoup pour me dire, mais comment ça, je peux vraiment l'amener en fait dans le tourisme par rapport surtout à l'aspect communautaire, quoi. Donc vraiment, ça, c'est un chouette exemple. Et si vous voulez un jour, ou si toi tu veux aller sur Sorare que tu connais pas, c'est assez chouette justement, assez inspirant en fait sur le modèle, quoi. Bien, on testera ça. On sait que Discord et Twitter aussi d'ailleurs sont les principaux canaux dans le Web3. Mais est-ce que pour toi, parce qu'en fait c'est des canaux Web 2 à la base, Ouais. est-ce que pour toi c'est judicieux de rester sur ces canaux Web 2 pour... C'est juste que c'est l'usage aujourd'hui, mais je pense qu'assez rapidement, on aura en fait des outils Web3 dédiés qui sont propres, qui sont nickel, un peu comme on a sur Brave avec un navigateur web Web3 dans lequel tu vas limite gagner quelques tokens parce que tu as de la pub qui va être balancée et que tu as choisi. Donc à partir de là, en fait, le truc est quand même bien foutu là-dessus. Et je pense qu'en fait, on aura des outils de réseaux sociaux, mais basés sur la blockchain, où derrière, en fait, il y aura un côté privacy en fait, des données pour les utilisateurs qui sera respecté. Et à partir de là, en fait, on sera bien. Il faut après la question de l'adoption, etc. Mais c'est sûr que la majorité aujourd'hui des utilisateurs vont sur du Web 2, pas sur du Web 3. Donc ça prend un peu du temps. On n'en est qu'au début de l'histoire. Il y en a beaucoup qui disent que c'est comme si Internet redémarrait en fait sous une nouvelle vision. Donc ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas c'est assez chouette de se dire qu'on est au début de cette histoire-là. On est assez pionnier aujourd'hui avec d'Ether sur la question de la blockchain et du Web 3. Voilà, il faut qu'on continue à montrer en fait que la philosophie de base et les valeurs qui sont défendues, elles sont vraiment très importantes par rapport à la société de demain. Et donc, il faut qu'on continue en fait à montrer ça et pas croire que c'est juste l'IA Gen en fait qui va nous sauver les fesses. Donc on a parlé Web 2, on a parlé Web 3. Alors, question un peu complexe, qu'est-ce que tu vois dans le Web 4 ? Voilà, c'est trop loin. Si déjà on arrive à instaurer bien la blockchain comme il faut en fait par rapport à tous les usages qu'il faudrait, on sera déjà bien.
je sais pas si de mon vivant, je verrai la question du Web 4. Peut-être on refera un podcast un peu grisonnant, j'imagine, d'ici là. Mais en tout cas, j'ai hâte. Je trouve que c'est vraiment cool de se dire qu'on est dans ces moments de l'histoire, en fait, qui sont vraiment... On est au cœur. Moi, j'ai l'impression d'avoir raté un truc quand j'étais avec mon petit CD-ROM Club Internet chez mes parents. Et je me suis dit, j'étais au début de l'histoire et j'ai raté le coche. Un peu, je me suis dit, mais merde, pourquoi, en fait, j'étais juste sur de caramel à chatter en fait avec des gens et pourquoi je me suis pas mis à ce moment-là en fait à monter une boîte et à lancer des trucs et là, je me dis que bon maintenant je suis un peu presque déjà en retard par rapport à la question du Web 3 et de la crypto mais il y a encore beaucoup de choses à faire et on n'est que vraiment au début de cette histoire pour inventer vraiment des nouvelles choses et qui seront au service encore une fois de cette société idéale qu'on veut pour demain. On va finir par une dernière petite question qui va plutôt être de l'ordre du conseil. Quel conseil tu donnerais à une entreprise du tourisme qui souhaiterait intégrer du coup cette technologie dans ses solutions de tourisme durable? Bah, pour moi, c'est déjà de faire le point sur la boîte et quels sont les enjeux cruciaux où en gros, à la fois l'IA, à la fois la blockchain ou la VR ou la réalité mixte soit vraiment en fait une plus-value par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc ça dépend énormément en fait des typologies de boîtes, mais ça c'est vraiment un travail qu'il faut arriver à faire, de se poser la question, mais c'est où que ça peut vraiment faire la différence et que ce soit une vraie plus-value en fait pour la boîte, que ce soit financière, que ce soit social, mais qu'en fait ce soit vraiment utile quoi. Et il y a tellement de technologies aujourd'hui, tu vois, qu'en fait bah, c'est comme une mallette avec différents outils de travail. Tu as ton marteau, tu as ta clé de douce, tu as ton machin, tout n'est pas utile en fait par rapport à la problématique clé. Et c'est là où il faut absolument se poser, prendre un peu de recul en fait, et pas forcément regarder toutes les technologies, mais se dire en fait c'est quoi le pain, c'est quoi le problème vraiment majeur que j'ai dans ma boîte. Est-ce que c'est la relation entre mes fournisseurs sur ma supply chain? Est-ce que c'est plutôt en fait des enjeux marketing de contenu et tout ça, et donc j'ai pas le temps de faire tout ça? Ok, bon bah là l'IA Gen a peut-être un outil en fait pour t'aider. Est-ce que c'est plus sur autre chose? Et donc à partir de là, mais il faut absolument essayer de se poser la question. Bah, ouais, c'est où la problématique clé aujourd'hui de ma boîte, en fait, qui fait que je pourrais accélérer et aller plus vite, quoi. Après, bah, pour vendre ma pomme, c'est toujours bien, forcément, d'avoir un espèce de regard extérieur, en fait, d'un consultant, de venir juste pour, en fait, poser un regard extérieur, dire, bah, en fait, vous n'avez pas forcément pensé que là, c'est peut-être un point, justement, de difficulté qui pourrait, en fait, être résolu par une techno qui permettrait en fait d'améliorer les choses. Et je trouve que nous, en France, on a moins ce réflexe qu'aux États-Unis, en fait, sur appeler un consultant pour qu'il vienne nous donner juste un petit regard extérieur et tout ça. Mais pour autant, en fait, ça peut juste déclencher un truc. On n'a pas besoin de partir sur une mission à 200 000 balles. C'est juste, en fait, voilà, on se prend une journée, on vient, on discute, on essaye d'analyser le truc ensemble, d'en discuter. Et en fait, peut-être qu'à la fin de la journée, on aura déjà, en fait, euh, dévisser et visser en fait quelques petits trucs qui permettent en fait d'ouvrir les chakras bah, de la direction ou de la direction marketing pour dire bah ouais on pourrait faire autrement et ouais, nous on vous propose peut-être de faire ce pas de côté quoi. Et là ça peut faire une différence intéressante pour après bah, intégrer des choses. Nous, on est juste de la matière grise et des animateurs au final, mais après, il y a des faiseurs, quoi. Il y a des gens qui vont créer les blockchains, etc. Il y a des très bons, et en plus, on a un très bon écosystème en France et en Europe, je trouve, là-dessus. Donc à partir de là, après, on met en relation pour faire, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce petit regard extérieur pour faire ce pas de côté. Bien, c'est la fin de ce podcast. Merci Guillaume d'avoir participé à ce deuxième podcast. C'était un plaisir de t'avoir ici. Merci à toi, c'était cool. Et merci à vous. On se retrouve très vite. Ciao.